perturbations dans les écosystèmes forestiers. Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. C'est avec plaisir que je vous présente la conférencière d'aujourd'hui. Christine Martineau est chercheure scientifique spécialisée en microbiologie, écologie microbienne au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts depuis 2018. Elle possède une vaste expérience en biologie moléculaire et en génomique. Au fil des ans, elle a étudié les communautés microbiennes dans divers types d'environnements tels que les sols de l'Arctique, la rhizosphère des plantes et des arbres, les sols agricoles et les résidus miniers. Elle a également participé à la description et à la caractérisation génomique de nombreux isolats bactériens et fongiques. Les travaux actuels de Christine portent principalement sur l'étude des communautés microbiennes des sols et de leurs fonctions dans les écosystèmes forestiers, l'évaluation de l'impact des perturbations naturelles et anthropiques sur ces communautés et sur les cycles biogéochimiques qui leur sont associés. Elle est au cœur de nombreux projets auxquels elle participe. Christine s'intéresse aussi au développement de nouvelles stratégies de restauration des sites miniers. Je vous souhaite un bon colloque et laisse maintenant la parole à Christine. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci aux organisateurs aussi pour l'invitation. Donc, oups, ça ne sera pas long. Ça ne change pas de diapositive. Ça, c'est comme ça. OK, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les travaux qui se font dans notre équipe de recherche. Donc, c'est vraiment pas moi toute seule. C'est un travail d'équipe. Je vais vous présenter l'équipe un petit peu plus tard, mais je tenais à le souligner en partant. Je suis arrivée au CFL, donc, comme Elisabeth le mentionnait, là, en 2018, mais pas toute seule, au sein déjà d'une équipe qui avait déjà débuté beaucoup des travaux qui seront présentés aujourd'hui, puis je tiens à les remercier. Pendant la présentation, je vais commencer en vous parlant de ce qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est les micro-organismes dans l'environnement. Pourquoi on les étudie, pourquoi on s'y intéresse. Ensuite, je vais définir un peu c'est quoi la métagénomique, puis je vais comparer la métagénomique globale versus la métagénomique dite plus ciblée. Je vais présenter quelques exemples d'applications. Tout au cours de la présentation, je vais essayer de mettre en lumière les défis associés à ces méthodes-là. Parce que c'est pas toujours évident, il y a plusieurs défis qui sont associés. Donc, tout d'abord, quand on parle de microbiome, on fait référence à l'ensemble des micro-organismes. Ça peut être des bactéries, des champignons, des virus qui colonisent un environnement. Dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler du microbiome humain et avec raison parce que les micro-organismes sont partout dans le corps humain et jouent un rôle très important. Là, on a entendu beaucoup parler de liens entre certaines maladies et le microbiome. Ça a suscité un très grand intérêt pour les études portant sur le microbiome humain. Mais dans l'environnement, il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits. Il y a plusieurs initiatives comme le Earth Microbiome Project qui vise à caractériser les micro-organismes dans l'environnement, puisqu'ils y sont aussi partout, par exemple, dans l'environnement des plantes. Pourquoi est-ce que je m'intéresse plus spécifiquement aux micro-organismes dans les sols? Bien, c'est que si on regarde les fonctions écologiques des sols, ce qu'on peut voir, c'est que les micro-organismes sont impliqués dans la majorité de ces fonctions-là. Donc, que ce soit le cycle du carbone, la production, dégradation de gaz à effet de serre, le recyclage des nutriments, la dégradation de contaminants, qui va avoir aussi un impact sur la qualité de l'eau, la production de nourriture et de fibres et d'énergie. Donc, les micro-organismes vont notamment supporter la croissance des plantes et donc contribuer à la production de fibres et de nourriture. Donc, des rôles très, très variés et très, très importants. Donc, c'est pour ça que je me suis toujours intéressée énormément aux micro-organismes. Si on regarde plus spécifiquement les interactions plantes-micro-organismes, les micro-organismes vont supporter la croissance des plantes en leur procurant des nutriments, donc en libérant des nutriments à partir de la matière organique du sol. Vont aussi contribuer, dans certains cas, à améliorer la résistance au stress, par exemple la sécheresse, la salinité, mais il y a aussi une résistance au stress biotique qui peut être observée. Et évidemment, ils peuvent dégrader des contaminants qui seraient néfastes pour les plantes. De leur côté, les plantes procurent des substrats et un support physique pour la croissance des micro-organismes. Donc, il va y avoir des micro-organismes un peu partout sur la plante, donc sur les feuilles,
à l'intérieur des feuilles, des tiges. Mais l'endroit où vraiment on a une activité qui est très, très importante, c'est dans ce qu'on appelle la rhizosphère, qui est la zone de sol qui entoure là, très, très près des racines. Et là, on va avoir une collaboration là, entre la plante et les micro-organismes, puisque la plante va libérer dans l'environnement racinaire beaucoup de substrats qui vont pouvoir être utilisés par les micro-organismes pour leur croissance. Et les micro-organismes, de leur côté, vont aussi supporter la plante dans sa croissance. Un bon exemple d'association plante-micro-organismes, ce sont les symbioses mycorhiziennes. Il s'agit d'une association entre une plante ou un arbre et un champignon. Dans ce cas-là, le champignon va coloniser la racine des arbres. L'arbre va fournir au champignon du carbone pour sa croissance. Et en échange, le champignon, lui, va aller coloniser le sol, se développer aussi dans le sol, puis va pouvoir aller chercher des nutriments auxquels l'arbre n'aurait pas accès autrement. Donc, on parle notamment du phosphore, mais aussi l'azote serait impliqué, là, donc un rôle très important. Puis, sont aussi connus, les champignons mycorhiziens, pour avoir apporté une certaine résistance au stress là, aux arbres. Donc, une interaction qui est très, très bénéfique, à la fois pour les arbres, pour les plantes. Il y a différents types de mycorhizes dans les forêts. Ce qu'on retrouve principalement, ce sont les ectomycorhizes. C'est beaucoup de ça que je vais plus parler aujourd'hui. Les micro-organismes sont aussi très importants dans le cycle de l'azote. Donc, si on regarde ici sur la figure, ce qu'on peut voir, c'est que la matière organique va être ajoutée dans le sol par la croissance d'une plante ou d'un arbre. Par la suite, cette matière organique-là va pouvoir être dégradée par des micro-organismes qui sont décomposeurs, ce qui va permettre de libérer de l'ammonium. Par la suite, l'ammonium peut être transformé par des bactéries nitrifiantes pour générer le nitrate qui, lui, va pouvoir être utilisé par les plantes. L'ammonium aussi peut être utilisé directement par les plantes. Là, chez les arbres, c'est courant. D'autre part, il y a aussi des micro-organismes, donc des bactéries qui sont capables de fixer l'azote, soit de manière symbiotique, donc en s'associant à des légumineuses, ou de manière libre dans le sol. Il y a des bactéries qui vont aussi fixer l'azote de cette manière-là. Donc, un rôle important qui va contribuer à l'apport en azote dans les sols, donc en prenant l'azote de l'atmosphère et en l'apportant dans les sols. Donc, vraiment un rôle important là, des micro-organismes au niveau du cycle de l'azote. Donc, ce sont des exemples des fonctions des micro-organismes dans les sols que je trouve particulièrement intéressantes. Puis, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les perturbations qui peuvent affecter un écosystème et qui affectent, par exemple, les plantes, vont avoir aussi un impact dans les communautés microbiennes dans les sols. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, depuis que je suis arrivée au CFL, comme je le mentionnais, je suis arrivée au sein d'une équipe. Là, on est 2 chercheurs qui travaillons ensemble, Armand Séguin et moi. Puis, les 2 thématiques de recherche principales sur lesquelles je travaille, c'est tout d'abord l'évaluation de l'impact des perturbations sur les communautés microbiennes et les processus qui leur sont associés dans les écosystèmes forestiers. La deuxième thématique vise à exploiter le potentiel des interactions plantes-micro-organismes dans la restauration de sites perturbés. Je vais essayer de vous présenter des exemples là, des deux thèmes de recherche de notre laboratoire. Ici, une petite carte pour vous montrer un peu l'étendue des projets qu'on mène dans ce domaine-là, puis la carte devrait être mise à jour parce qu'il y en a plus encore maintenant. Dans la région des sables bitumineux, on travaille en collaboration avec le Northern Forestry Center et d'autres, des universités là-bas aussi, pour travailler sur la restauration des résidus d'exploitation des sables bitumineux. En Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec, on a des projets sur l'impact de l'activité minière sur la santé des sols, puis on travaille aussi en collaboration avec l'UQAT sur des projets de restauration de sites miniers. À la forêt Montmorency, à Valcartier, plus près de Québec, on a plusieurs projets. Là, on regarde l'impact de la gestion des résidus de biomasse forestière sur le carbone du sol, sur les pratiques forestières en général. Puis on a aussi quelques sites aux États-Unis où est-ce qu'on a des collaborations pour regarder des projets similaires.
Donc, ça donne un peu un portrait. Puis, tout ça, évidemment, est fait en collaboration. Puis, souvent, ce qu'on apporte dans les projets, ben, c'est un regard particulier qui permet d'informer sur les micro-organismes. Donc, c'est beaucoup des collaborations. On fait rarement les choses tout seul, isolé. Donc, c'est vraiment un domaine de recherche où le travail se fait en collaboration. Donc, comment est-ce qu'on peut étudier les micro-organismes dans l'environnement? Bien, c'est pas quelque chose qui est si évident qu'on pourrait le penser parce qu'évidemment, les micro-organismes, c'est petit par définition, c'est difficile à voir. Puis même si on pouvait les voir, c'est extrêmement difficile de savoir quel organisme on a à faire et qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire. Donc, traditionnellement, ce qui était fait, c'est qu'on mettait les micro-organismes en culture au laboratoire. On générait des cultures enrichies. Et là, on pouvait travailler avec ces cultures-là pour définir certaines propriétés, identifier les micro-organismes, des choses comme ça. Mais malheureusement, il n'y a qu'une très faible proportion des micro-organismes environnementaux qui peuvent être mis en culture en laboratoire. Donc, les conditions de laboratoire ne leur conviennent pas. Et donc, c'était très limité. Dans les sols, on parle de 5 des bactéries qui pouvaient être isolées et travailler dans ce sens-là. Donc, rapidement, en écologie microbienne des sols, on a voulu utiliser les méthodes de biologie moléculaire, aller chercher l'ADN directement à partir des échantillons, puis caractériser cet ADN-là pour connaître les micro-organismes qui sont présents dans les échantillons. Ça peut sembler récent, très récent comme approche, mais il y a, je pense, 15 ans, quand je faisais ma maîtrise, déjà, je faisais des extractions d'ADN. C'est les méthodes qu'on utilise pour caractériser cet ADN-là qui ont beaucoup évolué dans les dernières années, grâce notamment à l'arrivée des technologies de séquençage à haut débit, qui permettent vraiment une étude approfondie du microbiome des sols et de l'eau. Puis je mets quelques exemples de séquenceurs ici, là. Donc, en séquençage de première génération qu'on appelle, ben, on pouvait faire 48 séquences. Ça pouvait prendre un certain temps déjà là. Avec les premiers séquenceurs ici, ben, on est passé à 25-50 millions de séquences. Puis maintenant, avec les plateformes les plus poussées, ben, on peut en une seule run. C'est sûr que c'est très long, là, ça peut prendre quelques jours, mais on va aller chercher des 20 milliards de séquences. Et donc, c'est grâce à ces technologies-là que maintenant, on comprend mieux, on peut mieux étudier les micro-organismes. On comprend mieux, oui, il y a des limites quand même, mais vraiment, on a des outils qui nous permettent d'aller couvrir au moins la diversité des micro-organismes dans les environnements. Donc, tous ces travaux-là d'études des micro-organismes dans l'environnement ont mené au développement de ce qu'on appelle la métagénomique. C'est pas seulement appliqué aux micro-organismes, mais beaucoup. Et donc, si on compare la génomique versus la métagénomique, donc quand on parle de génomique, c'est l'étude du génome d'un seul organisme. Donc, par exemple, si lorsqu'on isolait un micro-organisme de l'environnement, qu'on avait une culture pure de cet organisme-là, si on extrait l'ADN et on caractérise cet ADN-là, ben on fait de la génomique parce qu'on a le génome d'un seul organisme. La métagénomique, c'est simplement l'étude des génomes d'une multitude d'organismes simultanément. Donc, on va prendre une communauté de micro-organismes, on va aller chercher l'ADN de cette communauté-là, puis on va le caractériser et c'est ça qu'on appelle la métagénomique. Donc, il y a deux grandes stratégies de séquençage en métagénomique. Donc, la stratégie qu'on dit globale et la stratégie plus ciblée. Donc, on va commencer avec la métagénomique globale. On appelle aussi la métagénomique shotgun. C'est un terme qui est beaucoup utilisé. Dans ce cas-là, on va séquencer tous les ADN présents dans un échantillon. Donc, on va extraire l'ADN de l'échantillon, on va le fragmenter pour avoir une taille qui correspond à notre technologie de séquençage qu'on va utiliser. On va séquencer cet ADN-là, puis ensuite, on va vouloir reconstruire donc les plus longs fragments d'ADN. Donc, on va passer par une étape d'assemblage et c'est ça qui est extrêmement complexe. Puis là, on va aller comparer les séquences qu'on obtient à ce qui est dans les bases de données, donc une étape qui est l'annotation des séquences qu'on a obtenues. Donc, ça a l'air simple, mais je vous dirais que c'est extrêmement complexe. On va le voir un petit peu plus loin. Maintenant, la métagénomique ciblée, qui est beaucoup plus accessible et qui est beaucoup plus utilisée de par le fait que c'est plus accessible. Dans ce cas-là, on va aller chercher un gène unique qui est connu comme un marqueur taxonomique pour un groupe d'organismes qu'on va cibler, qu'on va aller amplifier dans une première étape. Donc, encore là, on extrait notre ADN à partir d'un échantillon environnemental qui contient l'ADN de différents organismes dedans. On va aller amplifier un gène en particulier
qui est un marqueur taxonomique pour les organismes qui nous intéressent. Donc là, on peut aller chercher, par exemple, pour les bactéries, le gène 16S. Pour les champignons, c'est surtout la région ITS qui va être utilisée. Donc, dépendamment de notre objectif, on va aller chercher un gène différent qui est un marqueur taxonomique pour le groupe qui nous intéresse. On va amplifier ce gène-là, on va le séquencer, puis ensuite, on va plus simplement comparer les séquences obtenues aux bases de données pour identifier les organismes qu'on a dans notre échantillon. Donc, si on compare un peu plus les deux, si on passe par une approche ciblée, où, comme je vous le disais, on va aller amplifier un marqueur taxonomique et comparer les séquences obtenues aux bases de données pour obtenir l'identification de nos organismes, ce qu'on va obtenir, c'est un profil taxonomique. Ça veut dire qu'on va savoir quels organismes sont présents dans notre échantillon. On va avoir une liste de taxons présents, donc une liste de bactéries ou une liste de champignons qui sont présents dans l'échantillon. Par contre, dans ce cas-là, il va falloir utiliser des prédictions pour obtenir les fonctions de ces organismes-là parce que c'est pas direct. Un organisme peut avoir, on peut avoir le nom d'une bactérie puis pas savoir ce qu'elle fait exactement dans l'environnement. C'est là où cette approche-là a certaines limites. Au niveau de la métagénomique globale, là, on va chercher tous les gènes. Donc, on va encore obtenir notre profil taxonomique. On va savoir quels organismes sont présents, mais en plus, on va pouvoir avoir les séquences des gènes fonctionnels. Donc, savoir un peu plus ce que font ces organismes-là. Et c'est l'intérêt de cette approche-là. Si on regarde un petit peu, par contre, dans un cas de métagénomique globale, on a besoin de beaucoup plus de séquences. Donc, on parle de 20-25 millions de séquences par échantillon. Ça va couvrir tous les groupes taxonomiques, mais si quelque chose est très rare dans l'échantillon, mais ça se peut qu'on va le rater. On va avoir l'information sur les fonctions. Au niveau de l'analyse bioinformatique, c'est beaucoup plus complexe. Pour ceux qui connaissent Patrick Gagné, vous pouvez lui en glisser un mot. Ça fait à peu près 1 an qu'il travaille sur le développement des outils bioinformatiques nécessaires à cette approche-là. Puis le coût est beaucoup plus élevé. J'ai mis un coût ici, peut-être j'aurais dû l'enlever parce que ça évolue constamment, mais c'est quand même beaucoup plus élevé que faire le séquençage ciblé. Au niveau du séquençage ciblé, là, on a besoin de entre 10 et 100 000 séquences par gène qu'on va amplifier. On a des groupes ciblés, donc cette fois-ci. Donc, si on veut plusieurs groupes, il va falloir faire plusieurs fois le processus. On a une information qui est limitée sur les fonctions, comme je l'ai mentionné. Au niveau de l'analyse bioinformatique, par contre, ça se fait très bien, puis le coût est très abordable. On parle de 20 à 30 $ par gène qu'on va vouloir amplifier et séquencer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de métagénomique ciblée, donc du metabarcoding, parce que pour le moment, on est en développement pour ce qui est de la métagénomique globale, mais c'est vraiment vers là où on veut s'en aller. Pas toujours, puis pas dans toutes les situations, mais dans certains cas, pour comprendre vraiment ce qui se passe, ça va être une approche qui va être très utile. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter notre belle équipe. Ils m'ont tous fourni des photos parce qu'on n'a pas pu se voir pour une photo de groupe, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, Armand Séguin, comme j'ai mentionné, qui est mon collaborateur sur la grande majorité des projets spécialisés en génomique fonctionnelle, je dirais, des arbres, et puis aussi sur les interactions plantes-micro-organismes. On a 4 biologistes, 4, oui, dans notre équipe. Donc, on a Marie-Josée Morancy, Denis Lachance, Gervais Pelletier, Marie-Josée Bergeron et Karel Roux. C'est 5, excusez-moi. On a Caroline Bourdon qui nous aide pour les aspects techniques du labo. Il y a aussi Juliane Maton-Dufour qui fait du labo aussi avec nous là, au niveau technique, puis c'est une étudiante de premier cycle. Ensuite, on a Patrick Gagné à la bioinformatique qui développe beaucoup les outils pour nous puis qui nous apporte un support là, constant pour tous nos besoins à ce niveau-là. Et on a Véronique Rouleau, étudiante au doctorat, et Abdul Samad qui est postdoc avec nous depuis l'an passé. Il est arrivé en février dernier, donc juste avant le confinement. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître, qui sont au CFL, qui n'ont pas eu la chance de le connaître, ça viendra éventuellement. Donc, j'espère que j'oublie tout le monde, personne. Excusez. Donc là, je vais venir avec des exemples d'applications de comment on applique ces outils-là de métagénomique dans notre équipe. Tout d'abord, avec un projet sur le suivi environnemental des effets de la récolte des résidus de coupe. C'est un projet qui est mené par Véronique Rouleau. Ce que je vais vous présenter, c'était son projet de fin d'études de premier cycle. Maintenant, Véronique est au doctorat avec nous.
C'est un dispositif à la forêt Montmorency qui avait été établi là, préalablement par Evelyne Dispo, Jérôme Lagagnère, David Paré. Puis Armand, évidemment, est collaborateur sur ça aussi avec nous. Donc, le dispositif a été installé en 2011. Nous, on avait procédé à l'échantillonnage de ce dispositif-là en 2017. Donc, il y a 4 traitements dans ce dispositif-là qui est à la forêt Montmorency, où on compare l'effet de la récolte de biomasse sur le microbiome des sols. Le premier traitement, traitement A, ici en haut à gauche, excusez-moi, OK, donc c'est la coupe par tronc entier, donc il y a seulement le tronc qui est sorti du site, donc les branches vont rester sur le sol, la cime aussi. Le traitement B, en haut à droite, c'est la coupe par arbre entier, donc tout l'arbre est sorti du site. Il y a ensuite un traitement extrême où là, en plus de sortir l'arbre au complet, il y a une récolte des résidus qui a été faite. Donc, tous les résidus de plus de 1 cm ont été récoltés pour vraiment simuler un effet assez extrême où on irait chercher tout ce qui reste sur le parterre de coupe. Puis, on a des parcelles témoins, donc traitement T. Et là, ça, c'était des forêts de seconde venue. Il y avait eu une coupe, je crois, en 1940, et puis là, ça avait repoussé. Donc, c'est ce qu'on a utilisé comme témoin dans ce projet-là. Donc, le premier type de données qu'on obtient quand on fait un projet de metabarcoding, c'est la diversité. Donc, on regarde vraiment l'alpha-diversité. On est allé chercher notre ADN dans nos échantillons de sol à partir des sites, à partir des parcelles. On a appliqué nos gènes pour les bactéries et champignons dans ce cas-ci. La première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un effet sur la diversité dans les communautés. Ce qu'on a pu observer dans ce cas-ci, c'est que on avait une diversité plus grande dans nos parcelles où il y avait eu de la coupe et de la récolte de biomasse que dans nos parcelles témoins. Et ça, c'était vrai pour les bactéries et les champignons. Et en fait, la récolte de biomasse en tant que telle, là, donc la quantité de biomasse qui restait sur le site avait plus ou moins d'impact. C'est vraiment plus la coupe qui a un effet finalement à ce qu'on voit ici que la récolte de biomasse en tant que telle, la quantité de résidus qui reste sur le site. Et ça peut apparaître étonnant que la diversité augmente, mais quand on pense à un écosystème forestier, c'est quand même un écosystème qui est très stable, avec des communautés qui vont être relativement stables aussi. Et donc, quand on vient perturber ça, bien, ça va exposer certaines sources de carbone. Il va y avoir l'autre, entre autres les champignons mycorhiziens qui vont être affectés par l'autre qui va plus être présent. Donc, on peut comprendre que ça change beaucoup les choses, qu'il y a des communautés d'organismes qui peuvent être favorisées par ces perturbations-là. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est l'impact des traitements sur la structure des communautés. Donc, ici, dans ces graphiques-là qu'on appelle des ordinations, chaque point représente un échantillon. Le type de point, donc la forme puis la couleur vont indiquer le traitement. Donc, on a les points jaunâtres sont le traitement A, les triangles sont le traitement B, les carrés rouges, le traitement témoin, puis les croix, les signes de croix sont le traitement X. Dans un graphique comme celui-là, quand 2 points sont très près l'un de l'autre, c'est que leurs communautés vont être similaires, tandis que si 2 points sont très éloignés, ça veut dire que leurs communautés sont très différentes. Donc, pour les bactéries, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de groupement en fonction des échantillons en fonction des traitements qui ont été appliqués. Donc, les communautés bactériennes semblent peu affectées par les traitements. Par contre, au niveau des champignons, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des parcelles témoins, elles sont regroupées de ce côté-ci de l'ordination et de l'autre côté, on retrouve tous les autres traitements. Donc, en fait, encore, on peut voir un effet de la coupe sur la structure des communautés. Par contre, peu d'effet de la quantité de biomasse qui est laissée sur le site, là, de résidus qui est laissé sur le site. Troisième type de résultat qu'on obtient, c'est des profils taxonomiques. Ça nous permet d'aller voir un peu plus en détail ce qui se passe dans nos échantillons. Donc, dans un graphique comme celui-là, chaque couleur représente un groupe d'organismes différents. Ici, dans ce cas-ci, on présente des familles de bactéries. Donc, chaque couleur représente une famille bactérienne et l'épaisseur de la bande va nous donner l'abondance relative des séquences qu'on a observées dans notre échantillon.
Donc, encore une fois, on a notre regroupement. Là, je suis désolée, mon pointeur, il bouge vraiment pas comme il faut. Donc, on a à gauche les 3 colonnes à gauche, c'est nos échantillons du traitement A. Ensuite, on a le traitement B, les 3 suivantes, le traitement X, les 3 autres, et le traitement T complètement à droite de l'écran. Et donc, et comme on avait pu l'observer, très peu d'effets quand même des traitements sur les profils taxonomiques là, pour les bactéries. Par contre, on a quand même pu identifier certains groupes qui avaient l'air d'être affectés. Par exemple, dans le graphique de gauche ici, on peut voir la famille des méthylocystacées. On parle d'organismes, de bactéries qui dégradent le méthane. Donc, le méthane étant un gaz à effet de serre, on voit qu'il était significativement affecté par les traitements, donc principalement par la coupe, mais encore peu d'effet du niveau de récolte de biomasse. Et donc, on peut s'interroger sur l'impact que ça pourrait avoir là, sur la dégradation du méthane dans ces sols-là. Puis à droite, ce qu'on voit, c'est une famille qui s'appelle les Corybacteracées. C'est un groupe qui est peu connu. Donc, comme je vous disais, des fois, on identifie des groupes qui semblent affectés, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Et là, c'est une des limites de cette approche-là. On voit qu'il y a un effet significatif des traitements sur ce groupe-là, mais de là à déduire qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact, c'est très difficile. Et c'est là où est-ce que la métadynamique plus globale va pouvoir nous aider probablement à identifier quel impact ça pourrait avoir. Maintenant, si on regarde les profils taxonomiques pour les champignons, donc on se rappelle qu'on a vu qu'il y avait l'air d'avoir un effet plus fort sur les champignons que sur les bactéries. Mais effectivement, là, quand on regarde notre traitement de témoins à droite, on voit qu'il y a des groupes d'organismes qui sont très abondants dans nos témoins puis qui disparaissent pratiquement dans les autres traitements. Mais encore là, si on compare les différents traitements A, B, X, T, quand même relativement peu d'effets sur les communautés fongiques. Donc, quand on creuse un petit peu plus, donc quels groupes sont affectés spécifiquement? Parce ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vraiment au niveau des champignons ectomycorhiziens qu'il y a une très forte baisse dans l'abondance relative de ces champignons-là dans les sites où il y a eu de la coupe et de la récolte de biomasse. Alors que pour les champignons saprotrophes, donc qui vont dégrader la matière organique, eux vont être favorisés dans les traitements A, B, X. A, B et X, ils vont être moins abondants dans les témoins. Donc, vraiment, ce qu'on voit ici, c'est que ça confirme que lorsqu'on coupe, l'effet principal sur les communautés du sol, c'est vraiment au niveau des champignons ectomycorhiziens, donc ils perdent leur hôte. Ils vont être fortement défavorisés, puis ils vont se faire compétitionner par d'autres champignons qui vont occuper l'espace. Donc, les suites pour ces traitements-là, on va s'intéresser, notamment, Véronique va s'intéresser dans son projet de doctorat à d'autres traitements. Par exemple, des coupes partielles. On pourrait peut-être avoir moins d'effets sur les communautés d'ectomycorhizes dans une coupe partielle que lorsqu'on fait une coupe totale. Véronique va aussi s'intéresser aux communautés bactériennes et fongiques dans les vieilles forêts parce que là, cette fois, notre témoin, c'était une forêt de seconde venue, fait qu'on veut voir est-ce que c'est dans les vieilles forêts, on aurait des communautés qui sont différentes. Ce qui va nous intéresser aussi particulièrement, c'est les effets sur les fonctions. Donc, comme je l'ai dit, on va faire de la métagénomique shotgun pour ce projet-là, pour essayer de comprendre là, les groupes qui sont affectés, quelles peuvent être leurs fonctions. Mais on va aussi utiliser un autre outil qui s'appelle la métatranscriptomique, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Dans ce cas-là, au lieu d'aller extraire l'ADN des échantillons, on va travailler avec l'ARN des échantillons. Et l'ARN, c'est beaucoup moins stable dans le temps. Ça reflète vraiment l'expression des gènes à un moment précis. Et donc, ça peut être plus sensible là, aux différents traitements. Et on espère qu'avec ça, on va peut-être voir que sans qu'il y ait de changement dans les communautés en tant que telles au niveau de l'ADN, on va peut-être voir un changement dans l'expression de leurs gènes. Et ça serait quand même intéressant de voir quels sont les changements qu'on peut observer. Évidemment, on va faire ça serait intéressant de faire les effets à plus long terme. Donc, le dispositif date de 2011, puis on a échantillonné en 2017. Donc, ça serait de faire un suivi dans le temps. Et le grand intérêt de Véronique là-dedans, c'est le lien avec le stockage, la stabilité du carbone dans les sols, parce que les micro-organismes vont avoir un grand rôle à jouer là, dans cette fonction-là. Et on le sait, le stockage du carbone dans les sols des forêts, c'est un moyen de lutter contre les changements climatiques qui est important. Et pour que ce soit efficace, il faut que le carbone soit stable.
Et donc, c'est vraiment là où Véronique va s'intéresser à voir s'il y a des communautés de micro-organismes qui sont plus fortement associées à une bonne stabilité du carbone dans les sols. Le prochain projet que je vais vous présenter, c'est une partie, en fait, une très petite partie du projet de maîtrise de Karel Rau. Et je vous dis tout de suite d'emblée que son premier article va être publié sous peu. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce projet-là, je vous suggère d'aller consulter son article. C'est un projet en collaboration encore là avec Armand Séguin et Vinci Faux, Marie Guttoni qui est à l'UQAT et Nathalie Isabelle, qui visait à établir l'impact, donc déterminer quel était l'impact de la végétation sur les propriétés physico-chimiques et biologiques de résidus miniers. Les travaux ont été faits sur une mine en Abitibi-Témiscamingue, donc une mine d'or. Et ce qui était particulièrement intéressant ici, c'est que les piles de résidus miniers, il y avait une certaine colonisation par la végétation de ces piles-là, on peut le voir ici, alors qu'il y avait d'autres endroits où il n'y avait pas de colonisation. La question qui a été soulevée, c'est quel est l'impact de cette colonisation naturelle des piles de résidus sur les propriétés physico-chimiques des résidus, mais aussi sur les propriétés microbiologiques. Donc, grosso modo, ce qu'on a voulu faire, c'est comparer les résidus miniers où il n'y avait pas de croissance de végétation à ceux où il y avait la croissance de la végétation. Donc, des échantillons ont été prélevés aux deux endroits et puis il y a eu extraction d'ADN. On a amplifié cette fois-là le gène pour les bactéries. Et donc, on a procédé au séquençage et à l'identification des micro-organismes dans ces échantillons. La première chose qu'on peut observer, on a ici à gauche là, les communautés bactériennes dans les résidus miniers où il n'y avait pas de croissance de végétation, et à droite, les résidus miniers où il y avait eu croissance de végétation. Ce qu'on peut observer, la première chose qui frappe, c'est qu'il y a beaucoup moins de diversité dans les résidus miniers où il n'y a pas de végétation que dans ceux où il y en a. Donc, beaucoup moins de groupes, puis chaque groupe occupe une proportion plus importante, là, dans son abondance relative est plus importante. Donc, on le voit ici, donc dans les résidus miniers, la diversité était beaucoup plus faible que dans la rhizosphère, dans la zone très, très proche des racines, dans les racines ou dans le sol un peu plus loin des arbres. Puis, ce qu'on a pu observer aussi, c'est une nette amélioration des propriétés physico-chimiques. Donc, on parle d'un pH autour de 3 pour le résidu minier où il n'y avait pas de croissance de la végétation. Et là, on monte autour de 5 dans les sites où il y a de la végétation. Puis, on voit la même tendance là, pour la concentration en carbone. Donc, grosso modo, une amélioration des propriétés de ces résidus-là, due à la croissance de la végétation. Plus spécifiquement, ce qu'on a observé, c'est que dans les résidus miniers où il n'y avait pas de croissance de végétation, on retrouvait vraiment les bad guys, et ça, c'est une expression d'Armand Séguin, vous allez le reconnaître, ceux qui le connaissent ici. Donc, les bad guys, c'était des groupes d'organismes qui pourraient avoir un effet environnemental assez négatif, là. Le phylum Nitrospiré, donc principalement le genre Leptospirillum, ce sont des bactéries qui oxydent le fer qui sont associées à la problématique de drainage mi-acide, qui est une problématique environnementale importante là, autour des sites miniers. Il y a aussi le phylum Firmicutes, principalement les bactéries de la famille des sulfobacilliacées, qui sont des bactéries qui oxydent le soufre, qui sont aussi associées à cette problématique-là. Et on voit que leur abondance relative est beaucoup plus élevée dans les résidus miniers que dans les sites où il y avait la végétation. À l'inverse, dans les sites où il y avait la végétation, ce qu'on a observé, c'est des good guys, on peut les appeler. Merci Armand. Donc, le phylum Bacteroidetes, qui contient plusieurs familles d'organismes qui ont la capacité de dégrader la matière organique, qui vont notamment utiliser la cellulose comme source de carbone. Donc, beaucoup plus commun dans les sols, notamment les sols forestiers. Et un autre phylum dont les fonctions sont moins connues, mais qu'on voit beaucoup dans les sols naturels, donc dont les sols forestiers, donc c'est le phylum Virgomicrobia. Encore là, on ne sait pas trop le rôle de ce groupe-là, mais on sait qu'ils sont abondants dans les sols en bonne santé, si je peux dire. Donc, que leur abondance relative augmente, ben, c'est quand même un bon signe. Donc, ce qu'on a vu avec cette étude-là, c'est que c'est très important non seulement de suivre la végétation dans les contextes de revégétalisation puis de phytorémédiation, mais
faut aussi regarder ce qui se passe dans le sol pour voir si on est sur la bonne trajectoire. Donc, on voit avec l'exemple sur le site minier en Abitibi qu'on est sur la bonne voie avec cette colonisation naturelle-là. On est une trajectoire écologique qui semble adéquate, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Puis c'est pour ça que ce genre d'outil-là peut être intéressant, surtout que ça devient de plus en plus accessible. C'est pas plus cher que beaucoup d'autres méthodes analytiques. Donc, je pense que ça devient intéressant de faire ce suivi-là puis de le faire dans le temps. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de ça. Les 2 prochains projets que je vais vous parler sont beaucoup moins reliés là, au microbiome des sols, qui est ma thématique principale, je dirais, et qui montre à quel point ce genre d'outil-là peut être appliqué à différentes situations puis apporter de l'information qui est pertinente et intéressante. Des projets qui sont faits en collaboration encore plus que ceux que je vous ai présentés là, parce que vraiment, j'ai besoin de toute l'équipe pour bien comprendre. Ce n'est pas des thématiques que je connais tant que ça. Donc, premier projet que je vais présenter, c'est un projet fait en collaboration avec Christian Hébert, Isabelle Duchesne, Armand encore et Jérôme Lagagnère, où on s'intéresse au taux de défoliation par la tordeuse sur la qualité du bois. C'est le thème principal du projet. Et là, par contre, le volet auquel moi je me suis attardée avec notre équipe de laboratoire, c'est l'effet du taux de défoliation par la tordeuse sur les communautés fongiques. Parce qu'on sait que les communautés fongiques vont avoir un impact, les champignons vont avoir un impact sur la dégradation du bois éventuellement. Et c'est ce qu'on a voulu voir ici, là, quelles communautés sont présentes à différents niveaux de défoliation par la tordeuse. Donc, il y a des arbres qui ont été récoltés. Et d'ailleurs, je veux ici remercier là, beaucoup de ce travail-là. Il y a les équipes de terrain en arrière que j'ai peut-être pas mentionnées assez, mais qui sont hyper importantes parce que les échantillons, c'est la base de tout. Fait que je veux les remercier, là, ceux qui travaillent dans les équipes de terrain. Ici, c'est l'équipe de Sébastien Dagneau. Et donc, il y a des arbres qui ont été récoltés qui étaient à différents niveaux de défoliation. Donc, il y a des bûches qui ont été ramenées au laboratoire, au CFL en fait, et on est allé chercher la partie, l'écorce, puis un petit peu en dessous de l'écorce. On a utilisé ce matériel-là pour extraire l'ADN, puis pour aller caractériser les communautés fongiques. Donc, on voit qu'on avait des taux de défoliation variant entre 30% et 100%. Puis, on voit que la couleur ici dans ce graphique-là là, nous indique quel niveau de défoliation on a à faire. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que de ce côté-ci de l'ordination, on a les communautés fongiques dans les bûches où il y avait des provenants d'arbres où il y avait 90 à 100% de défoliation qui se distinguent nettement de tous les autres niveaux de défoliation. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'effectivement, les communautés sont assez similaires, jusqu'à 70%. À 80%, bien là, on a un chiffre qui est en train de se produire. Puis à 90 et 100% de défoliation, on a des communautés qui sont quand même assez différentes. Ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, dans les niveaux inférieurs de défoliation, bien, on va observer beaucoup de pathogènes dans des arbres, là, dans les communautés fongiques, moins de saprotrophes. Puis là, quand on arrive à 90-100%, on va avoir des communautés de saprotrophes, donc qui peuvent dégrader le bois, qui sont extrêmement importantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé certaines communautés qui sont présentes tout le long, comme on peut le voir ici avec les Elothiales. Et donc, ils sont connus, ces champignons-là, pour pouvoir avoir différentes stratégies, peuvent être des endophytes, puis devenir des saprotrophes. Donc, c'est peut-être ce qui se passe ici, donc ça pourrait être à confirmer. Autre chose intéressante qu'on a observée, c'est un champignon ici qui est Amylostereum, qui est un champignon qu'on voit à 90% surtout, qui est un champignon qui est transporté par une guêpe. Et donc, effectivement, au niveau entomologique, bien, ça a été observé aussi qu'à partir de 90%, là, on a une forte colonisation par ces guêpes-là. Donc, on voit qu'il y a tout on peut lier, en fait, différents processus écologiques à la qualité du bois, puis aussi aux communautés fongiques. Donc, tout ça étant interrelié, on va pouvoir vraiment comprendre comment se passe la dégradation du bois, puis comment la défoliation vient affecter la qualité du bois. Et tout ça se fait vraiment par une intégration. Donc, c'est des données que moi j'apporte ou que notre équipe apporte, plutôt, je devrais dire,
mais qui viennent complémenter là, des données de densité du bois, d'humidité, de propriétés chimiques. Et donc, c'est en combinant tout ça qu'on peut vraiment, d'entomologie aussi, je devrais mentionner, c'est en combinant tout ça qu'on a vraiment des études complètes. Puis, je pense que la caractérisation des communautés fongiques, c'est un plus dans ce contexte-là. Le dernier projet donc dont je voulais vous parler brièvement avec des résultats très préliminaires parce que c'est très récent. Marie-Josée Bergeron qui travaille beaucoup sur ces données-là en ce moment. Donc, je la remercie. C'est un projet en collaboration avec des gens d'Environnement Canada, donc Michel Manceau particulièrement, et Paul Wilson de l'Université de Trent. Donc, ces gens-là utilisent depuis très longtemps les fesses de caribou pour génotyper les caribous. Donc, ils vont récupérer des fesses sur le terrain. On voit un exemple ici. Ça se fait en hiver pour assurer une meilleure qualité des échantillons. Et là, ils vont aller chercher l'ADN du caribou à partir de ces échantillons-là. Puis, ils vont utiliser différentes méthodes, des microsatellites qui vont permettre d'identifier ou de génotyper les caribous. Donc, ça nous permet de déterminer, ça leur permet de déterminer finalement des liens entre les individus. Ça leur permet de dénombrer aussi les caribous. Donc, dans le projet qu'on a conçu ici, l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut aller chercher à partir des fesses de caribou. L'échantillon, il est rendu, il est disponible. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec ça? C'est un échantillon qui est non évasif, donc on va le chercher, on n'affecte personne avec ça. On l'a sous la main. Est-ce qu'on peut chercher d'autres informations? Et effectivement, il y a quand même beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher à partir des fesses d'un animal, mais ici, dans le cas présent, le caribou. Donc, on peut notamment déterminer la diète. Donc, en rouge, on a les aspects qui sont vraiment visés par le projet. Donc, les gens d'Environnement Canada, là, grâce à leurs microsatellites, vont permettre d'aller chercher l'identité des individus. Donc, on peut savoir est-ce que c'est le même individu, est-ce que l'échantillon vient d'un même individu ou non. Ensuite, qu'on peut aller chercher comme information, c'est la diète avec le metabarcoding. Donc, ça, c'est la partie que nous faisons. On va notamment caractériser les plantes. On va utiliser un gène qui cible les plantes. On va utiliser aussi un gène qui cible les champignons. Le microbiome, en général, là, ça peut être bactéries, champignons. Donc, on sait que ça peut avoir un impact sur la santé chez l'humain, puis chez les animaux aussi, il y a des indications, c'est le cas. Fait qu'on peut aller ici étudier ça en étudiant les bactéries, les champignons. Puis, on s'intéresse aussi aux parasites. Donc, dans ce cas-là, on va chercher un gène qui est plus général là, parce que les parasites n'appartiennent pas à un groupe taxonomique précis. Donc, on va chercher un marqueur taxonomique unique pour les eucaryotes pour tenter de caractériser les parasites. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans ce projet-là. Donc, on a reçu, je pense que je suis passée vite sur la carte à l'étape précédente, mais on a reçu de la part d'Environnement Canada des fesses de caribou. On a 185 échantillons qui viennent, vous voyez, des 3 provinces ici et d'un territoire. Et donc, c'est sur ces échantillons-là qu'on a commencé notre projet. Par contre, je tiens à mentionner ici qu'il y a de l'intérêt à d'autres niveaux pour faire ce genre de travail-là. On est en train d'établir une collaboration avec la communauté de Pessamit, entre autres, qui serait intéressé à avoir ce genre de données-là, notamment au niveau de la diète. Donc, c'est vraiment un sujet qui intéresse et qui va probablement avoir une expansion dans le futur. Donc, pour le moment, on a les résultats pour 96 échantillons qui viennent de 7 populations différentes dans 2 provinces. Et là, ici, je vous présente les résultats vraiment préliminaires. C'est fraîchement sorti de la bioinformatique, mais ce que je voulais présenter, c'est notamment les résultats qu'on a pour le gène ciblant les plantes. Donc, encore là, on a les couleurs qui représentent les différentes populations. Puis, c'est intéressant de voir qu'on arrive quand même à déterminer, à regrouper les populations en fonction du metabarcoding du gène de plante. Ce qui est intéressant parce que ça nous indique que vraiment, dans une population, la diète va être probablement, ou la consommation de plantes va être assez similaire. Et ça permet de nous demander est-ce qu'on serait capable de faire un lien entre la diète ou ce qu'on retrouve dans ces analyses-là et la qualité de l'habitat du caribou. Puis c'est vraiment là où on veut s'en aller, nous, à l'intérieur de notre équipe au CFL, avec ce projet-là. Si on regarde plus précisément la composition un petit peu, donc qu'est-ce qu'on a retrouvé
c'est pour donner des exemples un petit peu du genre d'informations qu'on obtient. Donc, je vous donne des exemples là, de genres qui ont été identifiés dans nos échantillons en assez grande abondance. Ici, on a vraiment, même si on tentait d'obtenir le genre, on obtient pour la famille des mousses là, une identification qui n'est pas complète. Et donc, à ce niveau-là, il va falloir peut-être raffiner un problème au niveau de l'identification, peut-être en utilisant ce gène-là. Peut-être que pour les mousses, ce n'est pas très efficace. Mais pour les autres organismes, là, on arrive à identifier probablement au genre assez bien. Et donc, ça nous apporte une information qui est assez intéressante. Puis, on peut voir que d'une population à l'autre, ben, l'abondance relative va varier. Une question qui est importante ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'abondance relative entre ce qui rentre dans l'animal et ce qui en sort. Donc là, au niveau il y a probablement des facteurs là, au niveau de la digestibilité qui vont influencer. Donc, on ne sait pas encore comment exactement traiter ces données-là, puis il va falloir fouiller un peu plus pour voir est-ce qu'on peut vraiment regarder l'abondance relative dans les fesses comme étant un indicateur de la quantité consommée, mais ça demeure vraiment en suspens, puis on travaille là-dessus en ce moment. L'autre indicateur, oui, c'est ça. Maintenant, je voulais aussi vous montrer qu'à l'intérieur d'une même population, dépendamment de la date d'échantillonnage, ben, il peut y avoir des résultats qui sont différents. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la population 7. Lorsqu'il est échantillonné en janvier, ben, on voit qu'il y a beaucoup de calmia qui se retrouvent dans les fesses. Puis quand on regarde en mars, ben là, on est plus au niveau des rhododendrons. Donc là, on voit qu'il y a des variabilités dans le temps. Est-ce que c'est lié à vraiment le temps ou est-ce qu'ils sont dans des territoires, il y a des mouvements? Donc, c'est des choses qu'on peut explorer, mais on voit que c'est un indicateur assez sensible, puis on va être capable de tirer probablement de l'information intéressante de ça. Maintenant, si on regarde au niveau du marqueur pour les eucaryotes. Donc, ça, c'est un marqueur qui est général qu'on a utilisé en souhaitant cibler plus spécifiquement les parasites. Évidemment, avec un marqueur pour les eucaryotes, on obtient aussi des séquences qui correspondent à d'autres groupes. Donc, les plantes sont des eucaryotes, les champignons. Donc, on va les obtenir aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir une idée de l'abondance relative de différents groupes. Donc, on a détecté des protistes qui pourraient peut-être être des parasites. On a des angiospermes. On a des nématodes qui pourraient être des parasites aussi. On a identifié des algues vertes qui proviennent probablement des lichens qui ont été consommés. On a beaucoup d'acariens, ça, je ne suis pas sûre. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ça prend de l'expertise externe là, dans ces projets-là. Moi, j'identifie des choses, des fois, je ne suis pas en mesure de déterminer là, tant que ça qu'est-ce que ça signifie. Puis dans ce cas-ci, c'est des résultats préliminaires, comme je vous le disais, donc je ne suis pas certaine de savoir ce que ça signifie. On a des champignons anaérobies qui ont été détectés, qui sont des symbiotes, là, des ruminants, donc assez logique qu'on les ait détectés. Puis on a aussi trouvé des protozoaires qui pourraient aussi être des parasites. Donc, des données intéressantes, dans ce cas-ci, qui semblent un peu plus individuelles que par groupe. Et donc là, on voit qu'on pourrait avoir des données qui nous informent sur les groupes de caribous, puis d'autres qui sont plus liés à chaque individu. Donc, ça conclut un peu ma présentation. Je pense que mon objectif aujourd'hui, c'était de vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces méthodes-là, dans quel type de projet ça peut être pertinent. Je pense que dans le cas des communautés microbiennes dans les sols, ben, on arrive vraiment à aller quand même à avoir une bonne compréhension. C'est plus mon background, fait que on a une bonne maîtrise, une meilleure maîtrise à ce niveau-là. On veut vraiment continuer d'explorer en utilisant la métagénomique shotgun, puis la métatranscriptomique. Je pense que ça va nous amener des informations intéressantes. Par contre, il y a beaucoup d'autres applications et là, dans ces cas-là, on est plus en support pour amener une vision ou quelque chose que les autres méthodes ne peuvent pas apporter. Donc, nous, on vient complémenter là, dans certains projets. Il y a beaucoup de défis associés à ces méthodes-là. Donc, quand je parle de métagénomique shotgun, par exemple, ben, j'en ai pas parlé avant, mais quand on vient pour comparer les séquences à ce qu'il y a dans les bases de données, il y a une grande proportion des séquences qui demeurent non identifiées parce que les bases de données ne sont pas complètes. Donc, c'est vraiment un problème de ces méthodologies-là. Donc, c'est très important de travailler à enrichir les bases de données parce que sinon, on continue d'avoir des questions sans réponse. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de ce que je voulais présenter. Puis, ça me fait plaisir d'avoir vos feedbacks. S'il y en a qui veulent me contacter, qui ont des questions plus approfondies, qui ont des projets ou est-ce qu'ils se demandent si la métagénomique pourrait contribuer, mais ça me ferait plaisir de vous aider avec ça.
Donc, merci beaucoup. Pas les remerciements, mais je les fais un peu au fur et à mesure. Et voilà. Merci. Alors, merci Christine. Il y a du feedback. OK, je t'entends mieux, je t'entendais pas. Alors, merci Christine. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Pierre Godbout. J'aimerais la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Alors, comment procéder pour poser une question? Vous pouvez poser votre question avec le micro de l'ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vais vous nommer, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine ou mute l'icône micro pour enlever le mode discrétion. Puis après avoir posé votre question, on vous demande de vous remettre en sourdine. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si vous préférez poser votre question par écrit. Sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Donc, on vous demande dans les deux cas de vous identifier clairement en nous donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Alors, la période de questions est maintenant commencée. Je vais regarder voir s'il y a des questions dans la liste des participants ou dans le chat. Moi, je ne vois rien pour l'instant. C'était trop clair. Certainement. J'aurais une question, Pierre. OK. Je ne sais pas c'est qui. Active ta caméra vidéo. Je pense que c'est Danny ou... Non, c'est Franck. Ma caméra est activée. Ah, ben moi, je ne la vois pas. Donc, c'est pas grave. Ah, ben, merci, Christine. C'est vraiment une super présentation, très intéressant. Pour les aspects tu regardais les communautés microbiennes sur les résidus miniers, puis il y avait une portion des résidus qui étaient colonisés, l'autre qui n'était pas colonisé, puis tu voyais des différences, entre autres, là, sur le pH, tout ça. Comment tu fais pour savoir quel est l'œuf ou la poule? Est-ce que les résidus de cette portion des résidus-là avaient déjà des conditions qui étaient peut-être plus favorables à la colonisation par les plantes, puis que tout ça a induit après ça une cascade biologique là, de colonisation? Je voulais juste avoir de détails sur tes témoins. Ben, en fait, je n'ai pas l'historique du site nécessairement, mais ce que j'en comprends, c'est que les résidus, c'était pas mal tous les mêmes. Donc, la nature des résidus initiales serait égale, ce qui fait qu'une portion va être plus colonisée que l'autre. Des fois, ça peut être une dépression qui amène une accumulation, plus d'humidité, l'accumulation un peu de matière organique, des choses comme ça. Puis là, la colonisation va se faire. C'est aussi peut-être des sites ça faisait plus longtemps que la pile était faite. Donc, évidemment, c'est pas évident d'avoir toutes ces informations-là en partant. Puis oui, on part de la prémisse que c'était équivalent initialement, mais c'est pas un dispositif qu'on a établi. Par la suite, par contre, la suite de ça, c'est qu'on va tester en serre. On a fait des essais en serre au CFL. Et là, on a une meilleure idée là, un petit peu de l'impact de la croissance de la plante dans un même substrat. On a même testé différents génotypes de plantes qui ont été pris sur le terrain, voir s'il y a des différences selon le génotype. Donc là, c'est vraiment d'aller tester. Là. Souvent, c'est une première caractérisation d'un site. Évidemment, on n'a pas 3, 4, 5 sites identiques qui nous permettraient d'avoir une puissance statistique là, incroyable puis de valider les hypothèses et tout. C'est vraiment ce que j'ai présenté, une caractérisation initiale qui doit être suivie par une approche expérimentale beaucoup plus élaborée où là, on établit des dispositifs et on teste vraiment les hypothèses.
OK. Merci beaucoup. Alors, vas-y, Catherine. Tu peux sélectionner le micro pour désactiver. Vas-y. Oui. Bonjour Christine, c'était vraiment intéressant. En fait, j'ai une question sur le projet sur les caribous. Dans le fond, les échantillons, quand ils sont prélevés, on ne sait pas vraiment ça fait combien de temps qu'ils sont dans la nature. Est-ce qu'on est capable de distinguer qu'est-ce qui vient, dans le fond, coloniser après pour dégrader les sels ou bien c'est vraiment intrinsèque à qui vient de l'animal? En fait, dans le fond, dans ce projet-là, initialement, les fesses étaient récoltées pour récolter de l'ADN du caribou pour identifier ou génotyper les caribous. Pour faire ça, ben, il s'assurait que la qualité de l'échantillon était bonne en récoltant les fesses en hiver. Et là, ça assure que les conditions sont idéales pour que ce qu'on retrouve dans la fesse corresponde vraiment bien avec ce qui vient de l'animal et non pas d'une colonisation externe, quoique c'est pas exclu, là. Mais tous les échantillons qu'on a traités à date sont des échantillons qui ont été récoltés congelés, qui ont été maintenus congelés, puis qui ont été ramenés au laboratoire et toujours été congelés. Donc, ça assure un petit peu le fait que vraiment, ça reflète bien ce qu'il y a dans l'animal. Là où est-ce qu'on a beaucoup de questions, c'est si on récolte les fesses dans d'autres saisons, parce que ça serait intéressant de pouvoir le faire sur d'autres saisons que l'hiver pour avoir une bonne idée de la diète au fil de l'année. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, mais je sais que les approches qui ont été utilisées, entre autres, un projet où Jean Bérubé a participé, là, ils sont allés, puis ils s'assuraient que c'était relativement frais. Ils l'ont fait en été, puis je pense que ça a bien fonctionné quand même. Mais à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer qu'on ne passe pas 3 semaines après que le groupe de caribous est passé à cet endroit-là. Merci. Ça me fait plaisir. Il y a d'autres questions? J'en vois pas dans le chat. D'ailleurs, moi, j'en vois dans le chat. Ah, ils viennent d'apparaître. Alors, merci Christine, c'était très bon. Tu n'as pas parlé des virus. Ce serait pertinent, me semble, notamment avec les caribous. Est-ce que c'est possible de les identifier avec des outils génomiques et est-ce que c'est dans les plans de faire ça au CFL? Y a-t-il des défis particuliers? Ça vient de Jérôme Laganière. Oui, merci Jérôme pour ta question. Justement, oui, il y a des défis particuliers pour les virus. Premièrement, la majorité des virus sont des organismes à ARN et non pas à ADN. Puis, comme on l'a mentionné, l'ARN, c'est beaucoup moins stable que l'ADN. Donc, au niveau de la conservation des échantillons, il y aurait un premier défi, là. Oui, là, ils sont récoltés congelés puis qu'on maintenu congelés. Fait que je pense qu'on serait peut-être capable d'aller chercher de l'ARN à partir de ces échantillons-là. Mais au niveau de la logistique, ça serait peut-être un petit peu plus complexe. L'autre défi, c'est qu'il n'y a pas de marqueur taxonomique comme on le fait là, pour les bactéries, les plantes et tout ça pour les virus. Il faut à ce moment-là utiliser d'autres stratégies pour aller cibler les virus. Fait que oui, il y a des défis technologiques, ça serait beaucoup plus complexe. Heureusement, il y a des gens qui relèvent ces défis-là. Justement, c'est drôle que tu poses la question parce que cette semaine, on a été contacté par quelqu'un de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, justement, qui travaille à caractériser les virus dans les échantillons de fesses pour d'autres animaux, puis qui est intéressé à le faire pour le caribou. Donc, à suivre, on ne sait pas où ça va nous mener, mais il y a des gens qui sont en mesure de le faire. Nous, au CFL, ça serait, je l'ai déjà fait à partir d'autres types d'échantillons environnementaux, là, isoler des virus ou aller cibler des virus, mais ça serait beaucoup plus complexe. Là. Il y a un niveau de complexité puis de coût aussi qui serait beaucoup plus élevé. Merci. Comment se fait-il que le sapin n'apparaît pas dans la diète? C'est une question posée par Jean Bérubé. Je ne sais pas s'il apparaît pas. Il va falloir regarder. C'est peut-être pas dans les plus abondants. Je n'ai pas identifié tous les groupes. Je peux regarder dans le jeu de données là, s'il y en a. Je peux faire ça puis te revenir avec ça. Mais c'est sûr qu'il n'était pas dans ceux qui apparaissaient à première vue. Aussi, dans ce que j'ai présenté, souvent, on a combiné tous les résultats pour une population. Fait qu'il y a quand même de la variabilité à l'intérieur d'une population, donc je pourrais aller voir si on le retrouve. C'est sûr que c'est récent pour moi de travailler avec des marqueurs pour les plantes.
Donc, est-ce que ça se peut que les amorces que j'utilise ne couvrent pas le sapin? Ça se pourrait aussi, là, c'est à investiguer. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première chose, c'est d'aller voir dans le jeu de données si on le retrouve ou pas du tout. S'il n'est pas là du tout, ben, on peut commencer à se poser des questions, effectivement, là, sur les outils qu'on utilise, s'ils permettent vraiment d'aller cibler cet arbre-là. Mais en complément à ta réponse, excusez, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai un feedback. En complément de réponse à la question posée par Jean, alors Mélanie Jean mentionne que je pense qu'il y a aussi moins de sapins dans l'ouest que dans l'est. Ça peut aussi expliquer qu'il y en a peu. En complément de la réponse que tu as fournie à Jérôme, Marie-Josée Morancy a écrit dans le chat, c'est vraiment plus demandant qu'un protocole pour l'ARN. Merci Marie-Josée. Effectivement. Elle parle d'expérience, je vous le dis. L'expérience qui parle. Christopher Killing, tu peux voir des acariens dans tes échantillons de caribou. Est-ce que l'infestation de la tique d'hiver pourrait être déterminée par cette information? C'est un gros problème pour les orignaux dans certaines régions. Ben, en fait, c'est là où je dis que ben là, on est dans des résultats très préliminaires, puis où est-ce que j'ai besoin de la part de d'autres personnes pour améliorer ma compréhension, parce que est-ce que le fait qu'il y ait une infestation par les tiques d'hiver va faire qu'on va retrouver de l'ADN de ces organismes-là dans les fesses? C'est là où je suis pas certaine, là. Fait que je pense vraiment que les jeux de données doivent être regardés en consultation avec des experts, mettons, en parasitologie, qui vont pouvoir vraiment nous orienter sur des pistes. Faut jamais négliger la possibilité. Là, moi, c'est des nouveaux marqueurs bactériens, fongiques. Je suis très, très à l'aise, ou beaucoup plus à l'aise avec l'assignation taxonomique. Puis le fait que j'ai confiance dans les bases de données que j'utilise. Quand c'est plus récent, ben, des fois, je me méfie. Fait qu'on va faire des contre-vérifications contre d'autres bases de données, s'assurer que ce qu'on a trouvé, c'est bien ça. Puis, donc, d'un côté, valider nos méthodes, s'assurer que nos méthodes sont pas en cause dans ce qu'on observe, puis qui serait pas véridique. D'un autre côté, ben, c'est d'aller chercher des avis d'experts là, sur ce qu'on retrouve parce que vraiment, j'ai pas toutes les compétences requises. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas sur le chat présentement, ni de main levée. Ça va pas bouger. Ah oui. Alors, Sandrine qui demande, bonjour Christine, mentionne que la présentation est très intéressante. Avez-vous identifié de nouvelles espèces? Ça, je pense pas qu'on pourrait le dire avec ce type de données-là. Premièrement, on compare un petit gène aux bases de données. Des fois, on n'a pas de match. C'est-à-dire qu'on a une séquence, on compare avec ce qui est connu, ce qui est disponible dans les bases de données, puis on n'arrive pas à identifier. Donc, c'est soit une séquence qui est pas là dans la base de données ou trop loin de ce qui est dans la base de données pour qu'on puisse la relier. Ou dans d'autres cas, on a carrément un cas où est-ce qu'il y a des séquences dans la base de données, mais les gens qui ont identifié ces organismes-là les ont pas complètement caractérisés. Fait que oui, ça arrive souvent qu'on a des séquences qu'on n'arrive pas à matcher, puis ça pourrait être des nouvelles espèces, puisqu'ils ne se retrouvent pas dans les bases de données, mais c'est pas suffisant là, comme information pour dire que c'est le cas ou non, basé sur un seul gène de petite taille en plus. Fait que ça serait à pousser, mais clairement, il y a beaucoup de séquences qui demeurent non identifiées, fait que potentiellement des nouvelles espèces, mais c'est très difficile à confirmer. OK, merci. Dernière chance, non? Ah, donc Danny a une question. Danny, tu as juste à sélectionner le micro. Oui, c'est fait. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonne présentation, Christine. Je voulais juste savoir, au niveau technique, quand vous faites l'identification, vous comparez avec les bases de données d'ADN, quand vous comparez vos séquences,
quand vous avez 100% de match, j'imagine que c'est clair, mais quand c'est 99%, 98%, où vous arrêtez pour être certain de l'identification des micro-organismes, par exemple? Oui, bien, être certain, c'est sûr que c'est pas si évident. Ça dépend beaucoup aussi du gène qu'on utilise puis du groupe taxonomique. Donc, c'est pas quelque chose qui est fixe. Si on prend un marqueur qui est plus variable, ben, on va avoir une plus grande tolérance. Puis si c'est un marqueur qui est peu variable, ben là, on va avoir non, je veux dire, s'il est plus variable, on va tolérer plus de différences pour dire que c'est une même espèce, par exemple. Tandis que si c'est un marqueur qui est pas très variable, ben là, ça va être difficile de dire que c'est assurément la même espèce, même si c'est très, très similaire. Il faut savoir que selon les différents groupes taxonomiques aussi, on n'arrive pas toujours à la même résolution. Pour les bactéries, avec le gène qu'on utilise, on ne se rend pas à l'espèce. On arrive au genre, puis à l'espèce, là, ça serait un petit peu difficile d'être certain parce que on n'a pas cette résolution-là. Tandis que pour les champignons, avec le gène qu'on utilise, là, à l'espèce, on a plus de confiance. Fait que tout ça, c'est très, très délicat. Quand on veut vraiment spécifier un groupe ou un organisme en particulier qui nous intéresse, il faut vraiment utiliser peut-être des approches complémentaires, aller rechercher les séquences, faire des arbres phylogénétiques, pas juste se limiter à faire ce qu'on fait là. Souvent, ce qu'on veut voir, c'est des portraits, des variations, quel groupe, mais pas nécessairement un organisme précis. Quand on veut, par exemple, si on cherchait un pathogène très, très précis, ben là, je ne me fierais pas juste à l'assignation, puis on l'a vu dans le passé, là, que des fois, avec les bases de données, on n'a pas l'information aussi précise qu'on voudrait, puis avec les méthodes d'assignation taxonomique qu'on utilise aussi. Donc, c'est vraiment très, très délicat tout ça. Donc, il n'y a pas un seuil exact qu'on utilise qui est général pour tous les gènes. Merci. Une autre question de Kishan Sambarajou. Alors, bonjour Christine, avez-vous envisagé de caractériser les insectes du sol ou les insectes en général dans vos études? Oui, en fait, les insectes du sol, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire. J'avais pas de résultats à présenter, mais on le fait notamment, là, j'ai un projet avec Jérôme Lagagnère sur les différents dispositifs du réseau DIRT. C'était les sites aux États-Unis là, que j'avais présenté sur la carte. Et là, on l'a fait dans ce cadre-là. On le fait aussi sur différents autres projets, mais c'est quelque chose qui débute un petit peu plus pour nous. Mais oui, c'est utilisé, puis oui, ça se fait. Il y a un marqueur qui est utilisé. Il y a des gens à Great Lake Forestry Center qui le font quand même beaucoup. Là, Lisa Venier, entre autres, elle utilise beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on commence à faire puis qu'on aura des résultats éventuellement. Encore le temps si vous voulez poser une question à Christine. Je pense que ça a fait le tour. Alors, merci Christine pour ta présentation. La métagénomique comme outil d'évaluation de l'impact des perturbations dans les écosystèmes forestiers. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 3 décembre et qui s'intitule « You shall not pass ». Fondement et évaluation du programme d'intervention active contre la TBE. Le conférencier sera Jacques Renière, chercheur scientifique de Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie de Laurentides. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci.